Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons commenter une assez vieille partie qui date de 1958 entre un certain Bobotsov et un autre certain Michael Tal, qui est un petit peu plus connu puisqu'il a quand même été champion du monde. Donc c'est une partie qui avait lieu au championnat du monde par équipe des moins de 26 ans, une compétition qui n'existe plus. Et Tal a joué une défense est-indienne. Alors Romu, c'est l'une des ouvertures de ta jeunesse, donc je vais te laisser expliquer les tenants et les aboutissants de cette ouverture. Oui, donc merci de me rappeler que je suis justement plus tout jeune. Et donc oui, effectivement, une est-indienne, donc des 4 KF6 et 4 G6, KS3 fou G7, 4 D6, et donc Bobotsov choisit F3, qui est un des coups possibles, F3 s'appelle la variante Semish. Donc l'idée étant de renforcer le pion en E4 et de permettre le coup fou E3 sans autoriser cavalier G4 qui embêterait un peu le fou de case noire. C'est une variante assez agressive normalement. Les noirs jouent petit roc bien sûr. Donc là on peut jouer fou E3, fou G5 ou le coup de la partie cavalier GE2. Il y a pas mal de transpositions donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Et là les noirs ont le choix comme régulièrement dans l'Est indienne. On laisse le centre au blanc et ensuite l'idée étant d'attaquer notamment le point central D4, soit par le coup E5, soit par le coup C5. Ce sont les deux coups qu'il faut essayer de jouer lorsqu'on a les noirs dans l'Est indienne. Et Tal a choisi de jouer avec C5. Donc l'avantage de ce coup, c'est que ça garde notamment la diagonale du fou G7 ouverte. Et donc ça peut donner lieu à des escarmouches tactiques justement basées sur l'activité de ce fou en G7. Ouais, ça peut également permettre, excuse-moi je te coupe, de transposer dans une autre ouverture dont on a commenté d'ailleurs une des parties de Tal dans la défense Benoni. Si par exemple les blancs avaient joué D5, on peut jouer E6, évidemment c'est pas obligatoire, et on transposerait dans une Benoni, ou alors est-ce que c'est la Benoni qui transpose dans l'Est indienne? Dans la Semish, on sait jamais trop comment ça s'appelle. Toujours est-il qu'il y a différentes transpositions qui sont possibles. Oui, ce sont deux défenses cousines qui peuvent se retransposer selon les ordres de coups. Exactement. Donc là, Bobotsov, lui, préfère garder la tension au centre et de jouer fou E3, ce qui est complètement jouable. Et donc là, il attaque le pion C5. On pourrait éventuellement le sacrifier par le coup cavalier C6. C'est possible. Il y a pas mal de parties dans cette variante. Après, pion prend C5, pion prend C5, dame prend D8, tour prend D8, fou prend C5 et cavalier D7, si je me souviens bien. C'est ça. C'était notamment une des spécialités de Boris Gelfand, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et voilà, en échange du pion, malgré l'échange de dames, les noirs ont un jeu actif, le fou va bouger. Je me souviens qu'il y a le case de 5 et aussi la case B4 pour le cavalier qui peut être pénible. Si le fou va en A3, je sais qu'il y a des A5 et cavalier B4. Bon, voilà, ça donne un jeu actif. D'après la théorie, c'est OK pour les noirs. Mais bon, à l'époque, évidemment, en 58, la théorie n'était pas aussi évoluée. Et Tal joue cavalier BD7, qui est complètement correct, bien sûr. Bobotsov choisit de garder la tension, de jouer le coup dame D2, qui est un coup normal. On peut préparer le grand roc et la dame D2 et le fou E3 sont parfaitement en coordination, donc c'est un coup complètement naturel. Ouais, les blancs peuvent ambitionner d'attaquer sur l'aile roi, selon ce qui se passe dans certaines variantes de la Semish. Ouais, ça rappelle un peu, pour les spécialistes de la sicilienne, la variante du dragon, où on voit la similitude avec F3 E4 au centre pour empêcher cavalier G4 et la batterie fou E3 dame D2 de façon à faire le grand roc et ensuite jouer fou H6, H4, G4 et attaquer le roi. Ouais, on avait fait d'ailleurs une vidéo sur comment attaquer le dragon, on va vous la remettre dans les commentaires pour que vous puissiez la revoir. Et donc justement, Tal a bien conscience du futur grand roc des Blancs
Et donc, il se prépare lui aussi à contre-attaquer sur ce futur grand roc en jouant le coup A6. Donc, qui clairement prépare B5. Voilà. L'idée, c'est qu'il se garde ce levier avec B5 de façon à être capable d'ouvrir les lignes sur le roc des Blancs. Bobotsov choisit de faire grand roc. Donc, il n'a pas peur de l'ouverture du jeu. Il est prêt pour une partie à roc opposé, donc partie qui s'annonce tendue. Bon, c'est assez courageux. C'est plus du courage là, c'est un peu de l'inconscience quand on connaît le style de Tal. Et bon, même si en 58 il n'avait pas encore été champion du monde, mais on suppose que les gens savaient à quoi s'attendre lorsqu'il jouait contre Tal, déjà en 58. Donc il est sans doute téméraire. Oui, peut-être il avait envie de passer sur échec et pédagogie, et donc il s'est dit qu'il allait donner l'occasion à Tal de montrer son talent tactique. Donc, c'est pas mal. Il a été servi. Donc, alors, voyons la suite. Donc Tal joue le coup dame à 5. Donc ça, c'est pas un coup très surprenant en soi, puisque on veut attaquer sur l'aile dame et sur le roi qui s'y trouve. Et on mobilise la dame, donc il y a un œil sur le pion A2, et en même temps, elle soutient la poussée B5. Par le prochain coup des Blancs, on peut quand même souligner l'inconvénient du coup dame à 5. Donc les Blancs ont joué roi B1. L'inconvénient du coup dame à 5 est que la dame n'est pas protégée et se retrouve en vis-à-vis avec la dame D2. Et du coup, les Blancs menacent, entre guillemets, le coup cavalier D5, qui attaquerait la dame à 5 par la dame D2 et le pion E7. Et bien évidemment, rapatrier la dame en D8 n'est pas vraiment à l'ordre du jour quand on sait tout ce qu'on a dit auparavant, à savoir les rocs opposés, et chaque camp va essayer d'attaquer le roi adverse. Et donc, par le coup roi B1, Bobotsov essaye de montrer que le coup de Tal dame A5 était peut-être un peu maladroit. Et bien sûr, Tal fait exprès de tomber dans le piège de Bobotsov et fait comme s'il n'avait pas vu cette tactique triviale pour quelqu'un comme Tal. Et il continue son attaque et il joue B5. Ok. Donc là, le suspense est insoutenable. Tu nous as expliqué que cavalier D5 était la menace des Blancs. Les Noirs se laissent faire, mais alors tout le monde est suspendu à tes lèvres. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier D5 ? Donc bien évidemment, on ne va pas rapatrier la dame en D8 comme je l'ai dit. Non. Et c'est pas vraiment le style de la maison en plus. Et Tal a décidé d'utiliser les grands moyens. Et il fait cavalier prend D5, il sacrifie la dame. Donc, alors, quelle est l'idée de ce sacrifice de dame ? Alors, la partie, le Bobotsov a choisi de prendre la dame. Peut-être on peut dire un mot. Effectivement, on peut montrer d'abord si Bobotsov tout à coup avait été un petit peu moins courageux et avait décidé de ne pas aller tester l'idée de Tal. S'il avait pris sur D5, sans doute Tal aurait-il choisi d'échanger les dames. Et en préparant cette vidéo, on était peut-être un peu sceptique sur cette position-là du côté des Noirs, mais en réalité, on arrive assez facilement à casser la masse de pions blancs ici au centre, avec notamment le coup F5. On voit que le pion E4 va être pris à partie, le pion D4 l'est déjà, on a du cavalier F6 ou du cavalier B6 qui peuvent arriver, bref. Le centre des Blancs est impressionnant, mais comme souvent dans les ouvertures hyper modernes, on arrive à le casser. Il y a aussi bien sûr le coup E6 qui pourrait arriver à un moment donné. Donc si les Blancs avaient refusé la dame offerte par leur adversaire, ils restaient néanmoins sous une certaine pression au niveau du centre. Ouais. Les Blancs sont aussi en retard de développement, ce qui est assez classique dans la sémiche d'ailleurs, parce que le coup F3 renforce le centre, mais l'inconvénient majeur, c'est qu'il prive le cavalier G1 de sa case naturelle en F3, et le force plus ou moins à sortir sur la case E2, et le truc, c'est que sur la case E2, le fou F1 se retrouve bouché. Il y a un embouteillage, Il y a un peu un embouteillage, et on voit que justement les pièces blanches ont du mal à soutenir ce centre blanc. Tout à fait. Ok, bon, de toute façon, quand on joue la sémiche avec les Blancs, on n'a pas peur, on va pas avoir peur au premier sacrifice venu, c'est nous qui créons les rocs opposés, donc on sait qu'il va se passer des choses. Donc Bobotsov a accepté la dame que Tal a sacrifiée, on se doute que le prochain coup c'est cavalier prend E3, et après
après un coup de tour, on va récupérer le pion C4. Donc si on fait le bilan matériel, Tal va se retrouver avec 2 pièces légères et un pion face à une dame. Ce qui, sur le papier, n'est pas suffisant. Alors où se situe la compensation finalement? Alors, effectivement, au niveau matériel, on va avoir 2 pièces et un pion pour la dame, ce qui n'est pas suffisant, mais ce qui est déjà quand même pas rien. Mais la principale compensation repose sur l'activité des pièces noires. On voit que la diagonale du fou G7 va facilement s'ouvrir puisque le pion D4 est dans le viseur du pion C5 et de ce fou D4. La colonne B est aussi susceptible de s'ouvrir à tout moment. En prenant D4, le cavalier D7 peut trouver une case en E5, par exemple, ou en C5 aussi. Ou en C5, ouais. Les blancs sont toujours sous-développés, puisqu'ils ont la tour en H1, le fou en F1 et le cavalier en E2. Et en plus, la dame A5, quand on va prendre le pion en C4, la dame A5 va se retrouver attaquée. Donc, on va encore perdre du temps pour bouger la dame. Et tout ça, ça va permettre aux pièces noires de s'activer encore un peu plus. Et au-delà de tout, en fait, le roi blanc est faible. Puisque le cavalier sur C4 va être très fort, le fou G7 va taper sur le pion B2 aussi. Si la colonne B vient à s'ouvrir, bien sûr, il y aura une tour qui va apparaître sur B8. Et tout ça mis bout à bout, la compensation va être suffisante, peut-être même plus déjà. Ouais, déjà plus que suffisante. Et puis, ce qui est très important dans ce que tu as dit aussi, c'est que il y a déjà du retard de développement qui risque de s'accentuer parce que les noirs vont sans cesse être en train de créer des menaces et ne vont pas laisser le temps aux blancs finalement de respirer, de revenir dans la partie, de se développer, quoi. Alors on va essayer d'illustrer ça bien sûr avec la partie, mais aussi avec quelques petites variantes modèles qui n'auront rien d'exhaustif. Dans la partie, Bobotsov a joué tour C1. S'il avait choisi tour D3, on se doute que Tal aurait pris en C4 avec le cavalier, à l'image de ce qui s'est passé dans la partie. Et après, par exemple, un coup comme Dame E1, en se disant que la dame s'éloigne du centre des activités parce qu'elle en a marre de se faire attaquer, alors on va jouer pion prend D4 comme tu l'as dit, pour gagner une des 2 cases en E5 ou en C5. Dans cette ligne-là, il nous a semblé que C5 était un petit peu plus judicieux. Et après, par exemple, tour D1 et fou D7, on a les tours qui commencent à se connecter. On va probablement en mettre une sur C8, une autre sur B8. Il y a des perspectives avec cavalier A4. Et comme tu l'as déjà dit, le fou G7 reste puissant pour toute la partie, on a envie de dire. Hein. Donc les cases critiques vont être C3, B2. Et de manière générale, le roi blanc n'est pas très très à l'aise dans cette situation-là. Ouais. Donc dans la partie, Bobotsov a décidé de jouer tour C1. Et après cavalier prend C4, il n'a pas supporté la présence de ce cavalier, il a décidé de rendre déjà du matériel avec tour prend C4. Alors on s'est un petit peu interrogé quand même parce que à ce moment-là, il n'y a que, comme on l'a déjà dit, que 2 pièces légères et un pion pour la dame. Est-ce qu'il était possible pour Bobotsov de faire un petit peu le dos rond et de conserver son matériel d'avance avec dame C3? Alors, c'est possible, mais on s'expose à une activité, une initiative noire beaucoup trop forte, à mon sens, parce qu'après un coup, comme par exemple KD B6, avec l'idée de venir sur A4, donc d'attaquer la dame, mais aussi le pion B2, là, sur un coup comme B3, on jouerait B4. Je pense B4, qui semble assez fort, qui attaque la dame. Et après, dame D3, cavalier A3, roi B2 et A5. Ouais, le roi est obligé de passer dans le viseur dessous, là, c'est jamais une très bonne nouvelle. Et en plus, après A5, on a du fou A6 qui peut arriver. Bien sûr, la colonne A va s'ouvrir. Et bien qu'il n'ait plus de dame, les noirs sont extrêmement menaçants. Hein, et la fameuse diagonale du fou G7, en plus, après fou A6, pourrait s'ouvrir grâce à cavalier B5. Et une nouvelle pression va se faire sur ce pion en D4. Donc, c'est vraiment pas le fait d'avoir une dame d'avance qui va sauver les blancs, tout simplement parce que leur dame n'a pas d'utilité, alors que l'ensemble des pièces noires commence à travailler dans la même direction. Ouais, complètement. Ouais. Et si les blancs essayent de ne pas toucher au pion de leur roc, et en jouant tour C2, c'est un peu le même type de problème qui va survenir après cavalier A4. Dame D3, pion prend D4, on libère la case C5 notamment,
et on ouvre la colonne C, par exemple fou D7, et on va poursuivre par tour FC8, tour C5. Parfois, il y a des thèmes avec K prend B2 qui peuvent apparaître aussi. Le principal problème de la position blanche, c'est que la position noire se joue toute seule. En fait, on peut quasiment pas se tromper avec les noirs. On va forcément jouer un coup qui va répondre aux exigences de la position. Alors bien sûr, il faut calculer quand même un minimum, mais c'est vraiment assez simple. Il faut juste développer l'initiative et activer les pièces les unes après les autres. Et les blancs en face, c'est assez compliqué de se mobiliser en défense, et on voit encore une fois le fou F1 et la tour H1 qui sont complètement spectateurs. Ouais, et au-delà de tout ça, en plus, il n'y a aucun espoir de contre-jeu. Parce que parfois, lorsqu'on est sous pression, on peut dire j'abandonne l'esprit défensif et je tente le tout pour le tout, je contre-attaque. Mais ici, que contre-attaquer, il n'y a pas la moindre faiblesse dans le camp des noirs. Et donc, la dame blanche, finalement, elle est en train de se promener sur l'échiquier sans but, et elle peut pas vraiment aider à la défense en plus, parce que évidemment on peut pas se permettre de rendre la dame contre seulement une pièce ou quelque chose comme ça. Donc ça va pas du tout. Alors on ne cherche surtout pas à être exhaustif et à montrer par A plus B que les noirs vont gagner quoi qu'il arrive. Si vous avez des doutes, ce qui serait compréhensible, n'hésitez pas à regarder cette position avec un module, avec un ordinateur, et vous allez vite vous rendre compte que les menaces noires sont assez réelles, assez présentes, et surtout très difficiles pour les blancs à contrer. Donc, pour notre part, on va faire défiler la partie. Donc, dans la situation dans laquelle Bobotsov s'est retrouvé, après cavalier prend C4, lui a estimé que ce cavalier allait être beaucoup trop fort, et donc il a préféré tout de suite le supprimer au prix de la qualité, avec donc tour prend C4. Alors, Romu, j'ai envie de dire, on a chassé une grosse bestiole en C4, mais on permet à une autre d'arriver, parce que désormais une tour sur B8 va être extrêmement menaçante. Oui, il a choisi, entre deux mots, je ne sais pas si c'est le moindre, mais en tout cas, il a choisi de souffrir comme ça. Et donc, effectivement, l'inconvénient de cette prise en C4, c'est que la tour A8 maintenant va pouvoir participer à l'attaque, et en collaboration avec le fou G7, elle va taper sur B2 et s'en prendre au roi blanc. Donc dans la partie, Bobotsov a choisi cavalier C1 avec l'idée de développer son fou F1 et de pouvoir enfin le sortir et de prendre notamment le pion C4. Et aussi, le cavalier en C1 peut éventuellement essayer de défendre un peu le roi qui va être attaqué. L'autre coup qui pourrait venir à l'esprit, c'est cavalier F4, avec l'idée d'activer un peu plus le cavalier. Mais bien sûr, on prendrait en D4 avec le fou cette fois, pour garder la diagonale ouverte. Fou prend C4, tour B8. Là, en fait, chaque coup noir est assez facile. Il faut faire une menace. Donc, tour B8, attaque B2. B3 pour défendre, plus ou moins forcé. Cavalier B6. On menace qu'il prend C4. Et là, les problèmes sont très nombreux. On ne peut pas jouer tour C1 à cause de fou E3 qui fait une double attaque. Les noirs ont déjà une tour et une pièce plus un pion pour la dame. Donc si on récupérait encore une qualité, ça commencerait à faire beaucoup. Et si sur cette fameuse menace dont tu nous parlais, cavalier prend C4, on recule avec fou D3, ici tu vas probablement jouer C4 avec le levier. Ouais, c'est ça. Donc là, on sent que les lignes vont s'ouvrir, et le roi blanc, la deuxième tour, en fait, la tour F8 va vite débarquer. Il suffit de faire un coup comme fou D7 par exemple, et tour FC8, et là tout le monde, ou fou E5 d'abord. Ouais, on avait pensé à fou E5 parce que si le cavalier s'en va, le fou pourrait gagner en plus la case E6. Voilà. Et là, si on imagine les deux fous en E6 et E5 qui tapent sur ces deux diagonales intéressantes, plus les tours sur les colonnes C et B. Bon, j'ai fait un peu du Picasso, mais je pense que les flèches parlent d'elles-mêmes. Toutes les pièces noires sont concentrées sur l'aile dame et très très bien coordonnées. Ça va être compliqué pour les blancs. Ok, donc dans la partie, on peut comprendre, c'est très humain. Il choisit cavalier C1, il essaie de rameuter les troupes plutôt en défense pour son roi. Tal a continué par tour B8, ça va pas surprendre grand monde. Et après fou prend C4, ce sont les coups exactement que tu as suggéré dans la ligne précédente. Hein. Ouais. Donc... Non, là ça se joue tout seul, tout simplement. Fou prend D4.
Le but des noirs est tout simplement de faire participer tout le monde à l'attaque. Et après, naturellement, les tactiques vont se présenter. Ouais, c'est ça. Donc là, il a joué Dame D2. Pour contrer la menace, sur Cavalier E2, il y aurait même Fou prend B2 qui serait possible, puisque Roi prend B2 n'est pas possible à cause de Cavalier C4, qui ferait une jolie fourchette. La dame. Ouais, tout à fait. On récupère la dame, donc tout va bien. Donc c'est pour ça que la dame revient en défense pour protéger le pion B2. Mais maintenant, tranquillement, comme tu l'as dit, on ne se presse pas. On peut jouer de façon très statique parce que de toute façon, les blancs n'ont pas vraiment de menace. Donc on améliore notre position. En quoi est-ce que reculer le fou améliore notre position ? Tout simplement, le pion C4 retrouve sa liberté. Jusqu'à présent, il devait défendre ce fou sur D4. Et en retrouvant sa liberté, il va chasser le fou B3, qui est un petit peu le dernier rempart avant que la tour puisse participer de façon active à l'attaque du pion B2. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans la partie. Cavalier E2, pion C4, on attaque le fou, fou C2, et ici, Tal fait du Tal. Il passe par la tactique. Bon, il y avait peut-être des moyens plus tranquilles de gagner, mais il joue ce coup qui est quand même très très naturel, qui ouvre toutes les lignes. Oui, ça ouvre toutes les lignes, ça libère la case C4 pour le cavalier. Le pion B2 commence à être en souffrance. Bon, là, c'est complètement fini. Là, sur cavalier prend C3, cavalier C4, ça met fin à la partie tout de suite. Ouais. Puisqu'on perd B2 et le roi avec. Tout s'écroule après, ouais, tout à fait. Ouais. Donc il essaie de se cacher, dame D3. Prise B2. Donc le pion B2 est quand même une épine relativement désagréable. Fou en D7 pour libérer la case C8 pour la tour. Tour FC8. Hop. On ramène les cavaliers. Qui permet de gagner la case C4, mais aussi pourquoi pas tout bêtement de doubler les tours. On a déjà vu dans de très nombreuses vidéos que pour exploiter un pion passé dans le camp de l'adversaire, on peut notamment essayer d'utiliser le pion passé comme un support pour essayer de faire entrer notamment les tours sur les colonnes adjacentes et pour entrer sur la première rangée. C'est un petit peu ce qui va se passer dans la partie. Fou B3 pour éviter cavalier C4, c'est pas grave, on peut passer de l'autre côté, on menace une fourchette en C3, tellement désagréable que les blancs, Bobotsov a décidé d'éliminer ce cavalier, mais désormais on manque de défenseurs. Cavalier B3, tour C3, gagne un tempo sur la dame et permet de doubler les tours. Voilà, après avoir éliminé le cavalier, il joue tour C8, il va rentrer sur C1 et c'est facile de comprendre que la partie est terminée désormais. Toujours avec le soutien du fou G7 qui agit comme un dragon, comme on dit dans la sicilienne, et qui finalement, à longue distance, fait un travail juste remarquable et remarqué. Et donc après tour prend C1, il a repris de la tour et évidemment Bobotsov a abandonné puisque sur roi A2 c'est simplement mat par une promotion en B1. Donc Romu, cette partie finalement très simple débute par un sacrifice assez étonnant, mais elle est quand même particulièrement limpide. Oui, c'est un sacrifice de dame positionnel en fait. Ouais. Alors c'est remarquable parce que ça s'est joué en 1958 et donc évidemment il n'y avait pas d'ordinateur et alors je ne sais pas si c'était une préparation de Tal ou si c'était juste une idée sur l'échiquier, et ça je ne sais pas, mais on voit que encore une fois il a fait preuve de il a fait confiance à son intuition et en sacrifiant la dame il a obtenu une initiative durable malgré un déficit matériel assez conséquent, parce qu'il n'avait que 2 pièces et un pion, comme tu l'as dit, contre la dame. Mais au-delà de tout, c'est l'aspect pratique, comme souvent avec Tal, qui a primé, puisqu'en fait, la position noire se joue très très facilement, tandis que les blancs doivent perdre du temps, ils ont la dame attaquée sans cesse, ils sont en retard de développement, leur roi est toujours pris à partie, c'est très très désagréable. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que si on analyse cette partie avec l'ordinateur est complètement d'accord avec ce qu'a fait Tal. Ouais. Donc ça montre quand même qu'il avait des idées, il était capable de faire des sacrifices intuitifs, mais il calculait quand même. Donc, ouais, tout à fait. Et plutôt bien. Donc, ouais. Bon, même si probablement, au moment où il joue cavalier prend D5 pour sacrifier la dame,
il ne s'appuie pas sur un calcul extrêmement profond parce que c'est impossible de deviner quels vont être les prochains coups blancs. Par contre, il fait très clairement confiance à l'activité de ses pièces, à la coordination, au fait que son adversaire n'ait pas de contre-jeu. Donc c'est tout à fait c'est tout à fait clair qu'il s'est appuyé sur sa compréhension plus que sur sa capacité de calcul. Oui, voilà. Il y a des moments où il faut savoir calculer, d'autres moments où il faut savoir juger, et y compris lorsqu'on fait de la tactique, l'intuition joue un très très grand rôle. Oui, le calcul, c'est juste un outil supplémentaire qui permet de nous dépatouiller lorsque les positions sont compliquées et qu'il faut trouver la bonne voie. Mais effectivement, oui, c'est sa compréhension du jeu et son sens de l'initiative qui l'ont guidé vers ce sacrifice de dame. Donc une excellente partie, très impressionnante de Tal. Merci Romu de nous avoir présenté cette partie, d'avoir pensé à la présenter surtout. On espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager auprès de vos amis qui souhaitent étudier avec nous tous ensemble les échecs. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour d'autres parties spectaculaires. Au revoir. Au revoir, à bientôt.